peux avoir un chronomètre avec moi? Oui. Ah oui. Tout est noir. Le silence, puis un souffle. Alors la lumière s'allume, des visages apparaissent, les voix s'élèvent, la musique naît. Vous ne bougez plus. Vous retenez votre souffle. Vous croyez à ce que vous voyez, à cet amour, cette peur, cette promesse. Vous êtes ému, même bouleversé. Et pourtant, rien de tout cela n'existe. Ce n'était qu'une projection, un jeu d'ombre, une illusion. Vous êtes au cinéma. Quand les lumières s'allument, la magie s'éteint. Le monde réel revient. Les téléphones s'allument, les conversations reprennent, et la vie ordinaire aussi, grise et bruyante. Alors quand on vous présente ces deux mondes, celui de l'écran et celui du quotidien, selon vous, lequel est le plus supportable? Je vous le dis, mon choix est vite fait, je préfère vivre dans une illusion que supporter la dure réalité. On nous dit toujours, ne te fais pas d'illusions, comme si avoir une croyance serait se mentir. Mais la réalité, elle, ne fait pas de cadeaux. Elle prend les faits objectifs et bruts, ignorant la perception humaine. L'illusion, elle, se joue de ces faits. Elle n'est pas une erreur, non, elle est ce que nous croyons, ce que nous percevons au plus profond de nous-mêmes. L'illusion, elle enchante. C'est la tromperie que l'on accepte avec bonheur. Au théâtre, on pleure pour des morts qui se relèvent à la fin. En lisant une histoire, on aime des êtres de papier comme s'ils étaient vivants. Nous savons que cela est faux, et pourtant les émotions ressenties sont vraies. C'est le miracle de l'illusion. Elle trompe sans faire mal, elle ment sans blesser. La réalité, quant à elle, s'impose, sans prévenir, sans musique, sans mise en scène. Elle est brute, indifférente, elle n'a pas cette douceur de l'illusion. Alors chercher le beau, ce n'est pas une fuite, c'est une respiration nécessaire pour échapper à la dureté du monde. Mais si finalement, nous n'avions jamais connu que l'illusion, notre bonheur dépend de ce que nous croyons et non de ce qui est. Imaginez un groupe d'hommes enchaînés, tournés vers un mur. Devant eux, des ombres défilent. Des formes bougent, se mélangent, racontent des histoires. Pour eux, ces ombres sont la réalité. Et quand l'un d'eux se détache et découvre la lumière, il revient dire « Ce que vous voyez n'est qu'un jeu d'ombre ». Personne ne le croit. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient heureux dans cette illusion. Ces prisonniers ne sont pas des personnages anciens. Aujourd'hui, nous vivons toujours face à un mur d'ombre, celui de nos écrans. Nous regardons défiler des images, des vies parfaites, des personnes parfaites. Nous croyons voir le monde alors que tout n'est que filtre, montage et retouche. Et pourtant, nous y trouvons du réconfort. Parce qu'entre la complexité de la réalité et la simplicité de l'image, notre cœur choisit la paix. Dans ce monde saturé d'informations, de crises, de chiffres, de catastrophes, l'illusion devient une bulle de survie. Elle nous fait vivre sereinement. Alors entre l'ombre de la caverne qui rassure et la lumière qui brûle, nous savons ce que nous choisissons. Mais l'illusion n'est plus un simple choix, c'est une nécessité. Car la réalité, la vraie, celle que l'on affronte les yeux ouverts, elle est insoutenable. Vous voulez la réalité de l'homme, la voici. La mort, la guerre, la souffrance, la violence, voilà ce qu'est le monde réel. Et vous voulez vivre dans un monde où la science tue? On a fabriqué la bombe atomique. 6 août 1945, Hiroshima, plus de 200 000 victimes. Comment peut-on redonner espoir aux familles de tous ces civils innocents? On a industrialisé la mort. Pouvez-vous ne serait-ce qu'imaginer la douleur ressentie lorsqu'on vous enlève injustement un proche qui monte dans un train sans billet de retour? Arriver au camp de concentration et d'extermination, se faire martyriser, déshumaniser, torturer jusqu'à épuisement, avec pour seule raison votre simple existence. 5,8 millions de vies perdues, 5,8 millions de vies détruites par la science. La science a trop tué au nom de la vérité. Comment vivre en sachant cela? Comment continuer sans inventer d'histoire, sans tisser un peu de sens sur ce chaos? L'illusion devient alors un abri. L'illusion d'un au-delà quand un proche s'éteint. L'illusion qu'il existe une justice, un destin,
un sens quand le monde est si dur. Nos mythes anciens racontaient déjà cette nécessité. Zeus lançait la foudre pour expliquer la colère du ciel, Hadès sacrait les âmes pour donner un sens à la mort, Icare chutait pour nous rappeler les limites humaines. Alors raconter le monde, c'est déjà le rendre supportable, car sans illusion, la réalité serait nue, dévastatrice, mais trop de vérité nous écrase, trop de lucidité nous rend fous. Alors parce qu'entre le cauchemar de la réalité et la douceur d'un rêve, je préfère un mensonge qui me fait respirer plutôt qu'une vérité étouffante. Imaginez que vous êtes médecin, un patient que vous aimez profondément est atteint d'une maladie mortelle, mais traitable. Vous avez le choix, lui mentir pour lui offrir l'illusion de quelques mois de bonheur confortable mais qui le condamne, lui dire la vérité, une vérité douloureuse et éblouissante, mais qui lui donne la lucidité nécessaire pour agir et se battre. Que choisissez-vous? Mais madame, vous êtes en train de dire justement que sa maladie ne peut pas se guérir. Alors, ne vaut-il mieux pas pour cette personne vivre dans l'illusion qu'il a encore le temps de vivre des choses? Pourquoi perdre son temps à se dire qu'il pourrait combattre cette maladie alors qu'il peut passer son temps dans cette illusion de vivre, de se rapprocher de ses proches? Et donc l'illusion est préférable car cette personne va pouvoir vivre jusqu'au bout de sa vie sans se perdre justement dans la réalité qui est brute et dure et donc à éviter. J'avais émis le fait que c'était une maladie mortelle mais traitable. Est-ce que c'est pas quelque chose d'assez irresponsable, je trouve, à mon goût, de choisir de mentir à quelqu'un, de le tromper, de ne pas lui dire la vérité, et du coup peut-être que sa famille ne pourra pas savoir s'il peut vivre toute sa vie ou jusqu'à demain? Mais alors la question n'est pas la vérité, nous parlons de l'humain et de la perception. Alors je pense que vous vous trompez déjà de sujet, mais puisque je veux quand même répondre à cette question, écoutez, l'illusion justement, c'est mettre un voile sur la vérité, sur la réalité des choses. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il est impossible de résoudre cette maladie, mais plutôt que l'illusion permet justement à l'humain de continuer à vivre dans cette illusion qu'il peut vivre. Et donc, pour lui répondre, on accueille Adèle. Que choisirez-vous? Si le choix vous était donné à un bonheur supportable, garanti, mais totalement artificiel, ou la liberté? Dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, le roman explore l'idée que la société est conçue pour empêcher la réflexion. Les citoyens sont conditionnés dès la naissance et utilisent une drogue, la soma, pour fuir toute émotion négative ou pensée profonde. Ils ont échangé la vraie liberté et la lucidité contre la stabilité d'un bonheur artificiel. Quand l'administrateur évoqua sa volonté de faire les choses en plein confort, dans une illusion factice, John le sauvage s'écria « Mais je n'en veux pas. Du confort. Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux du péché. » Son interlocuteur lui répliqua « En somme, vous réclamez le droit d'être malheureux. » « Eh bien, soit, dit le sauvage, je réclame le droit d'être malheureux. » Car c'est bien ça notre débat. Quand John réclame le danger véritable, il ne réclame pas la souffrance pour la souffrance. Il réclame que les choses aient des conséquences réelles. Une vie sans enjeu n'est pas une vie, ou alors c'est une vie fade, sans prise de risque. Nos valeurs, notre foi, notre courage n'existent que face à un risque réel. Mon cher camarade, vous défendez un bonheur factice, passif, une fuite, un désir, un déni. Il n'y a pas d'espoir dans ce que vous argumentez. Ce que vous appelez bonheur, c'est en fait le confort. C'est le choix de l'anesthésie, c'est le choix de vivre dans une bulle protectrice où rien de mal ne peut vous atteindre.
On ne peut pas être libre qu'en étant lucide. Être lucide, c'est accepter de voir la réalité en face, le risque, l'échec, la perte, la souffrance. Mon opposant vous propose de fermer les yeux pour ne pas souffrir. C'est séduisant. Mais qu'est-ce qu'on perd quand on ferme les yeux? On perd tout ce qui donne sa valeur à la vie, et on perd plus encore, on perd notre capacité à agir. Car la lucidité n'est pas une fin en soi, ce n'est pas seulement voir la vérité qui compte, c'est ce qu'on en fait. On ne peut pas résoudre un problème qu'on refuse de voir, on ne peut pas guérir une maladie qu'on nie. L'illusion, c'est la paralysie, c'est le choix de rester passif. Prenons l'image la plus célèbre de la philosophie que vous avez citée, notamment la caverne de Platon. Cette caverne, c'est l'illusion confortable que défend mon adversaire. Et que font les prisonniers dans cette caverne? Ils sont passifs, ils sont assis, ils sont enchaînés, et ils regardent ces ombres. Ils ne font rien, ils ne décident rien, ils ne construisent rien. C'est la définition même de l'irresponsabilité. Pourquoi sont-ils irresponsables? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne voient même pas le vrai problème, ils ne voient pas leur propre chaîne, ils ne voient pas le feu derrière eux. Ils ne voient pas les marionnettes qui projettent les ombres. On ne peut pas agir sur un problème qu'on refuse de voir. En dehors de cette caverne, le soleil vous éblouit, la vérité vous frappe. Vous réalisez que vous allez devoir apprendre à marcher, à chasser, à construire, à choisir. C'est cette responsabilité douloureuse, mais juste, qui nous rend conscients de notre monde, de son immensité, de sa complexité, de ses dangers. Mais Platon ne s'arrête pas là. Il nous dit que l'œil s'habitue. La responsabilité, ce n'est pas fuir parce que la tâche est trop grande, c'est accepter d'être aveuglé un instant pour apprendre à voir et enfin pouvoir agir avec dignité. Mais pourquoi, me diriez-vous? Pourquoi devrions-nous choisir la douleur de la lucidité et le fardeau de la responsabilité? Eh bien, la réponse est la dignité. Car oui, au fond, la philosophie que vous défendez est de l'infantilisation. Vous parlez de réconfort, de protection. C'est le vocabulaire qu'on emploie pour un enfant, que l'on garde à l'abri du réel. Mais la dignité humaine, ce n'est pas de rester cet enfant protégé, c'est impropre à la pédagogie. Le philosophe Kant devient ici l'arbitre de ce débat. Il parle de deux réalités, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Le ciel étoilé, c'est la réalité extérieure. La loi morale, c'est notre réalité intérieure, notre conscience, notre sens de la vérité. Pour Kant, notre dignité vient de notre capacité à agir en accord avec cette loi morale. C'est ce qui fait de nous des êtres autonomes et non des marionnettes ou des enfants. Choisir l'illusion, c'est choisir le confort d'un enfant et la tromperie. Car c'est ça l'étymologie de l'illusion, c'est trahir le ciel étoilé de Kant, c'est trahir cette loi morale. Mesdames et messieurs, le débat de ce soir, pour un dernier choix simple, un choix que le cinéma a brillamment illustré. Mon opposant vous offre la pile bleue, moi je vous offre la pile rouge. Mon opposant vous demande de rêver votre vie, moi je vous demande d'avoir le courage de vivre la vôtre. Question de la positive. Madame, vous dites que l'illusion est passive. Donc vous pensez que les idées des grands créateurs sont nées simplement d'un simple calcul froid. Que faites-vous donc de l'illusion créatrice? Alors vous pensez que du coup l'illusion est un sentiment bien réel, peut-être, mais la dignité n'est pas un sentiment que l'on reçoit passivement. C'est une valeur que l'on conquiert activement. C'est la différence fondamentale entre la joie facile d'une victoire simulée et la fierté authentique d'un succès réel, mais modeste, gagné dans la difficulté. Madame, en plus de parler de cette illusion passive, sans parler de l'illusion créatrice, vous en parlez comme une fuite, qu'il n'y a pas d'espoir. Donc vous êtes en train de dire que vous allez souffrir toute votre vie? Je pense que c'est justement cette comparaison que je n'ai pas jamais faite entre l'illusion et l'espoir. Pour moi, c'est le fait d'avoir des illusions qui fait qu'on n'a pas d'espoir, parce qu'on ne croit pas en la réalité.
Merci. Et donc, sur le second sujet, l'humain ne sait pas ce qu'est le réel, on peut applaudir dans le Regardez votre main. Non pas l'idée que vous avez de votre main, votre main. La sentez-vous vraiment telle qu'elle est ou percevez-vous seulement l'image que votre cerveau compose pour vous? Comme un traducteur pressé qui choisit les mots à votre place. Voilà notre condition. Nous avançons dans le monde avec une boussole qui montre une direction, jamais une certitude. Et cette incertitude, loin d'être un défaut, est notre plus belle fidélité au réel, reconnaître qu'il nous dépasse. Je défends que l'humain ne sait pas ce qu'est le réel. Non par faiblesse, mais par structure, ce n'est pas un renoncement, c'est un diagnostic lucide. Premier cadre, nos sens ne montrent pas, ils interprètent. Nous aimons croire que l'œil est une fenêtre, il est un atelier. Les fameux mirages du désert, les illusions d'optique qui plient les lignes droites, la sensation de mouvement alors que l'image est fixe, ces pièges ne sont pas des accidents, ce sont des révélateurs. Notre système perceptif simplifie, complète, devine pour survivre. Les travaux contemporains l'affirment avec force, le cerveau nous livre une interface utile et non l'essence du monde. Les abeilles voient l'ultraviolet, les chauves-souris cartographient par ultrasons, leur réel n'est pas le nôtre. Et peut-être que chaque espèce habite son univers comme un musicien sa note, juste, mais partielle, mais qui oserait dire lequel est le réel? Nous habitons un décor interprété. Le monde n'est pas ce que nous voyons, il est ce qui rend possible notre vision. Deuxième cadre, l'esprit filtre, le langage découpe. Depuis Kant, nous savons que nous ne rencontrons jamais la chose en soi, mais les phénomènes, ce que notre esprit peut accueillir, selon ses formes, espaces, temps, causalité, nous ne sortons jamais totalement de nous-mêmes. Berkeley, lui plus radical, murmurait déjà « esse est percipi ». Être, c'est être perçu. Ajoutez-lui le langage, il ne reflète pas, il catégorise. Nommer, c'est tracer une frontière, décrire, c'est choisir. Entre le monde et nous, il y a un artisan, la pensée. Elle éclaire, elle ombre, elle interprète, ainsi se tisse notre réalité humaine, une carte précise parfois, mais jamais le territoire. Nos mots dessinent le monde comme des vitraux colorent la lumière. Ils la filtrent, la transforment, mais ne la créent pas. Chaque culture, chaque langue, chaque mythe fabrique son relief, et nous croyons à tort marcher sur la même terre. Troisième cadre, ce que nous appelons réel change avec le savoir. Le réel ne cesse de glisser sous nos pas, non parce que tout se vaudrait, mais parce que la connaissance avance en changeant d'angle. Thomas Kuhn l'a montré, les sciences progressent par révolution de paradigme. Ce qui faisait évidence hier, l'éther, l'atome indivisible, l'univers statique, devient obsolète demain. Le savoir humain ressemble à une peau qui mue pour continuer de grandir. Même nos forces collectives reposent sur des réalités tressées d'imaginaire, la monnaie, les frontières, les droits, les entreprises, autant de fictions partagées qui structurent le monde et nos actes. Nous ne manipulons pas l'être brut, nous œuvrons dans des architectures de sens, efficaces certes, mais construites. Et si ces fictions s'écroulaient, le monde s'effondrerait avec elles, preuve que l'imaginaire est l'ossature même du réel humain. Alors que répondre à l'objection « mais il y a bien un monde là-dehors » ? Oui, il y a, mais nous n'y accédons jamais sans médiation. Entre le là-dehors et le là-dedans, il y a la chair des sens, l'atelier du cerveau, l'armature des concepts, la trame des mots. Dire « je sais ce qu'est le réel », ce serait confondre la carte et le relief, le tableau et la montagne, la mesure et la chose mesurée. Le réel nous résiste, mais c'est dans cette résistance qu'il prend forme, comme la première pierre fait naître la sculpture sous le ciseau. Alors faut-il s'en désoler ? Au contraire, ne pas savoir pleinement ce qu'est le réel n'est pas une défaite, c'est un espace. L'espace de la recherche, de la science, de l'art. Si nous croyions posséder l'être, nous cesserions de tendre la main. Cette ignorance structurée est une chance, elle nous oblige à l'humilité, à la méthode, à la conversation. Elle nous rappelle que toute certitude doit accepter sa marge d'ombre et que l'exigence de vérité commence par le respect de nos limites.
Notre grandeur n'est pas de savoir, mais d'interroger sans relâche. Alors regardez encore votre main. Elle n'est peut-être pas ce que vous voyez, mais elle fait, elle touche, elle crée. Notre tâche n'est pas de posséder le réel, elle est de l'approcher, de le faire advenir un peu mieux. Par des modèles plus justes, des mots plus sobres, des œuvres qui désignent ce que la prose ne sait pas dire. Alors oui, je l'affirme, l'humain ne sait pas ce que c'est que le réel. Et c'est précisément pourquoi il explore, il doute, il invente. Le réel n'est pas un mur contre lequel nous nous brisons, c'est un horizon qui recule à mesure que nous avançons. Nous n'en possédons pas la substance, nous en suivons la lumière. La carte n'est pas le territoire, mais sans carte aucun voyage. Et l'humanité n'est rien d'autre que cela. Une fraternité de voyageurs acceptant de ne pas savoir pour nous explorer. Une question de son contradicteur. Il y a des choses qui restent, des souvenirs qui restent, certes, mais il y a toujours des choses qui restent dans le monde. Et n'est-ce pas ça le réel? Ce ne seraient pas ces choses qui restent réelles, justement, dans ce monde, dans le monde dans lequel nous évoluons? Comme je viens de l'argumenter, monsieur, le réel n'est pas définissable car il est réfutable en soi. Il dépend de la perception. Ce que vous dites qui est resté, nous le voyons, nous l'étudions, mais nous ne pouvons pas le définir par essence. Il n'y a pas d'absolu, le réel n'existe donc pas en tant que tel. Alors pour vous, le futur, le passé et le présent ne sont pas réels. Ils ne sont que perceptions, monsieur. La science a montré que le temps n'est pas un absolu, il ne se définit pas, il a été mesuré différemment, il sera mesuré différemment demain. La courbure de l'espace-temps en est le parfait exemple. Et donc, pour lui répondre, on peut applaudir Mathurin. Le réel, c'est quand on se cogne. Le réel, c'est quand on se brûle. C'est quand on repose brutalement les pieds sur le sol. Cher auditoire, cher jury, si l'humain ne comprenait pas le réel, il ne pourrait pas construire une tour sans qu'elle ne s'écroule, ni bâtir un pont sans qu'il ne s'effondre. Mais alors, qu'est-ce que le réel? Le réel, c'est ce qui existe indépendamment de ce que nous pensons. C'est ce monde dans lequel nous marchons, nous vivons, celui que nous touchons. C'est celui avec lequel nous interagissons au quotidien, celui avec lequel nous évoluons. Alors oui, l'humain n'est ce qu'est... Alors oui, l'humain, c'est ce qu'est le réel. C'est ce que c'est que le réel. Car depuis toujours, nous le subissons. Nous apprenons à le comprendre pour mieux le savoir. Car le savoir, c'est une connaissance à la fois vraie et justifiée. Aujourd'hui, ce savoir se base sur des preuves, des faits, des arguments solides et vérifiables. Les lois, les théories marchent. C'est pour ça que nous apprenons à le maîtriser. C'est pour ça que nous apprenons à l'utiliser. Nous le ressentons, ce réel. De la gravité qui nous colle au sol à la douleur qui nous rappelle nos limites, l'homme n'a rien inventé. Il a juste su comprendre cette réalité. L'homme connaît si bien le réel qu'il sait en tirer profit. Il sait le transformer. Il a compris la matière,
il a appris à la sculpter, à la modeler. Il a découvert le feu, il en a fait une énergie. Il a découvert la terre, il l'a exploitée. Il a regardé le ciel, il l'a traversé. Il a regardé la mer, il l'a naviguée. Une fois encore, le réel est resté inchangé. C'est l'homme qui, à travers l'expérience, l'a cerné. Interprété pour mieux en recourir. Vous me direz, parfois nos sens peuvent nous tromper. Les illusions, les mirages, les rêves. Mais comme tout bateau partant à bon port, avant de naviguer, il a dû être ancré. Car oui, toute chose rêvée, imaginée, n'est qu'une modification de ce qu'on sait du réel, de ce qu'on a vu. Le réel existe à travers l'expérience humaine. Quand on se trompe, c'est juste la perception qui a changé. Le monde, lui, le réel est resté le même. Tout comme le « je pense, donc je suis », la réalité est parce qu'on la voit, on la sent. Parce que nous la percevons. Nos sens nous mettent en contact avec. Alors, imaginez-vous, vous êtes sur le bord d'un trou béant. Seulement, vous trébuchez. Et là, s'entame votre ascension vers une chute infinie. L'impression, le ressenti de chute, vous le vivez, vous le ressentez. Et là, au moment où vous pensez toucher le fond, vous vous réveillez. Tout ça n'était qu'un cauchemar. Vous pensiez vivre cette chute, vivre le réel, mais il n'était qu'illusion. Et vous avez conscience. Vos sens ont réussi à vous berner grâce à votre vécu. Le rêve n'a pas de conséquences sur le monde, tandis que le réel, lui, c'est ce qui reste. Quand on se réveille et qu'on se rend compte que ce n'était pas la réalité, c'est ça qui nous montre que l'humain sait ce qui est réel. Le réel perdure dans le temps, alors que l'illusion, elle, n'est que temporaire. L'illusion s'estompe, elle ne laisse aucune empreinte durable. Le réel transforme le corps, il le marque parfois à vie. Quand les soldats de la Première Guerre mondiale revenaient des tranchées, ils avaient leur corps, meurtri par les balles et par le reste d'obus. Chers jurés, concentrez-vous sur mon argumentaire qui, lui, est bien réel. Parce que les mots marquent, parce que les expériences vous transforment. Vous ne serez pas le même une fois sorti de la pièce que lorsque vous y êtes entré. Parce que le réel aura eu effet sur vous. Alors, une question de sa conductrice. Monsieur, ici, vous abordez les sensations, la construction, les sciences, l'invention, et vous évoquez Descartes et son cogito ergo sum, dont la définition même, c'est le doute permanent, et donc le réel infligé. Comment pouvez-vous répondre à cela? Voyez-vous, je ne vois pas le lien entre le doute, qui est quelque chose, vous doutez du futur, mais le présent, dans le présent, le réel est bien là, il est bien ancré déjà, au vu de ce qui s'est passé par le passé. Et non, monsieur, Descartes, par le raisonnement scientifique, il remet en question absolument tout. Le doute est permanent. Le futur, le passé, le présent, absolument tout ce qui existe est réfutable. C'est comme ça qu'on construit la science. Et donc, comment peut-on savoir ce qu'est le réel s'il n'existe pas, s'il est réfutable en soi? L'histoire est une science. C'est une science qui a étudié le passé. Et pour moi, l'histoire prouve que le passé a bien existé à travers des recherches scientifiques ou tard. Et donc, le premier secrétaire général, on peut accueillir Axel.
porterai déjà la bonne. Les humains sont les seuls animaux qui paient pour qu'on leur mente. On s'assoit dans le noir, on attend qu'un écran nous fasse croire, peu importe à quoi, du moment que cela nous fait ressentir quelque chose. Et c'est peut-être cela notre nature. Par la force de nos perceptions, nous préférons une émotion juste à une réalité brute. Et pourtant, nous avons bâti des sciences entières pour répondre à une question qui nous obsède. Qu'est-ce que la réalité ? Comme si notre cerveau pouvait résoudre ce qui le dépasse. Il croit percevoir sans filtre, comprendre sans interpréter. Alors, est-ce la réalité que nous recherchons ? Platon le montrait déjà, l'homme poursuit ce qui le dépasse. Et pourtant, il a fallu tirer de force un prisonnier de sa caverne pour qu'il voie la réalité. Mais ce n'est pas la réalité qu'il cherchait. Arraché à l'illusion dans laquelle il avait trouvé sens, ce qu'il voulait, c'était comprendre ce qu'il voyait. L'homme ne cherche pas la réalité, même s'il arrive bien à s'en convaincre. Il cherche du sens, tantôt avec les dieux, tantôt avec les équations. Au commencement, il ne comprenait ni la foudre, ni la mort, ni la mer. Alors il a peuplé le monde d'esprits et de dieux, premier remède contre cette peur innée et humaine de l'incompréhensible. Et l'homme, dans sa hâte, a fini par appeler cela réalité. Vous soutenez que l'illusion endort, qu'elle détourne de la réalité, même qu'elle empêche le progrès, mais retirer ce voile protecteur, c'est comme envoyer des pompiers dans un feu sans combinaison. Vous les envoyez à la mort, et au premier coup de tonnerre, dans l'incompréhension, bien, l'humanité tout entière se serait éteinte dans l'abandon. Vous nous dites aussi qu'elle permet de fuir. Mais fuir quoi, au juste ? Une réalité que personne, jamais n'a rencontrée nue. Car ce que vous considérez comme affronter le réel n'est qu'une autre illusion. L'illusion de la transparence, l'illusion que nos sens suffisent, l'illusion qu'on pourrait voir la vérité comme on regarde ce mur. Alors fuir l'illusion, alors que c'est elle qui nous tient debout, ce n'est pas l'illusion qui infantilise, c'est la prétention de pouvoir s'en passer qui rend aveugle. Et puis l'homme s'est cru adulte, il a troqué la prière contre la preuve, les temples contre les laboratoires. La science n'est pas une nouvelle religion, elle prolonge un même élan, au final celui de vouloir comprendre autrement. Mais à chaque fois qu'elle avance, elle découvre ses limites. Thomas Kuhn l'évoquait, chaque génération a sa réalité avant que la suivante ne vienne la renverser. Le centre du monde fut bien la Terre, puis le Soleil, puis une simple singularité au centre de tout ce que l'on connaît, et demain, c'est très certainement autre chose que nous irons démontrer. Mais la science n'est pas une illusion, elle n'est pas le réel pour autant. Elle est la traduction rationnelle de ce que nous percevons. Et quand le rappelait, la raison n'accède pas au monde en soi, elle organise simplement l'expérience. Vous affirmez que les sciences, elles, touchent au réel, que les équations décrivent le monde tel qu'il est, et je dois vous le reconnaître, sans doute est-ce ce qui nous en rapproche le plus. Dois-je d'ailleurs vous rappeler que la théorie est par essence non prouvée, mais la science, elle ne travaille jamais sur la réalité brute. Elle travaille sur ce que nous pouvons mesurer, isoler, formaliser, et l'histoire, elle, nous a appris la prudence. Popper le rappelait, la force de la science, c'est sa capacité à se contredire elle-même. C'est pourquoi la science ne dit jamais ce qui est, mais seulement ce que nous pouvons comprendre. Ce n'est pas une fenêtre sur le réel, mais une manière rigoureuse et humaine d'organiser le sens. Et même si la science n'est pas une illusion, elle ne suffit pas à nous délivrer du regard humain qui la produit. Car entre le monde et nous, il reste ce filtre, celui que nous n'avons jamais réussi à abolir. Notre besoin d'interpréter, de relier, de donner du sens à ce que nous percevons. Et ce besoin-là relève de l'humain, sûrement pas des sciences. C'est pourquoi l'illusion ne disparaît jamais. De la religion vers la méthode, elle continue à habiter la manière dont nous vivons, ressentons et appréhendons ce que vous appelez réalité. C'est là que tout bascule. L'illusion n'est pas ce qui nous éloigne du monde, c'est ce qui nous permet d'y survivre tant individuellement que collectivement. Individuellement, qui pourrait prétendre vivre sans illusion ? L'illusion d'être aimé, l'illusion d'avoir un avenir, l'illusion que tout ira mieux. Et sans elle, ce n'est pas de courage dont vous ferez preuve. Non, nous deviendrions simplement fous. Sisyphe poussait son rocher sans but. L'absurde l'a maintenu debout, l'illusion aussi. La même qui nous fait croire qu'il faut l'imaginer heureux. Et collectivement, sans illusion, bien, il n'y a pas de société. Nous donnons un sens commun à des choses qui n'ont rien d'universel, à des fictions partagées. La valeur, les valeurs, la justice, l'argent, les frontières. C'est aussi avant tout une négociation perpétuelle entre nos perceptions. Alors oui, on peut passer une vie entière à chercher le réel.
Dans The Truman Show, Truman Burbank découvre que tout autour de lui n'est qu'un décor. Et pourtant, lorsqu'il franchit la porte, il ne quitte pas une illusion. Il choisit enfin celle qu'il veut habiter. C'est cela être humain, vivre dans des illusions, mais consciente et pleine de sens. Alors, comme Truman, je vous laisse sur ces mots, non pour fuir le réel, mais pour saluer notre liberté de le réinventer. Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Une question de la négative. Vous nous décrivez depuis le début l'illusion comme une belle façon de fuir une certaine réalité ou de s'évader, d'aller au cinéma et de rêver d'amour et d'eau de rose. Ne pensez-vous pas qu'il y a des illusions qui sont encore plus horribles que la réalité ? Bien, l'illusion, elle va être bénéfique à partir du moment où vous choisissez l'illusion dans laquelle vous voulez vivre. Quand vous nous parlez de réalité, en vérité, vous nous parlez d'une illusion dont vous n'avez pas conscience. Une réalité que vous abordez au travers de vos sens, de vos perceptions. Si vous en avez conscience, que vous vivez déjà dans cette première illusion, c'est une bonne étape. Et à partir du moment où vous choisissez l'illusion dans laquelle vous voulez vivre, à l'image de Truman Burbank qui choisit cette illusion qui est la réalité pour quitter cette illusion qui lui a été imposée, à ce moment-là, c'est peut-être que bénéfique. Je vous entends. J'aimerais bien vivre dans une illusion où je suis riche, où mon compte en banque se remplit tout seul tous les mois, mais malheureusement, je dois travailler chaque jour pour gagner mon pain. Est-ce que la réalité, ce n'est pas ces illusions dont on ne peut pas se défaire ? Non, là, ce que vous décrivez, c'est la désillusion. C'est complètement différent. Effectivement, j'aimerais bien également avoir ce compte en banque qui se remplit tout seul, mais encore une fois, l'illusion va être bénéfique si vous pouvez y retrouver. Cette illusion est bénéfique si elle représente ce que vous percevez du monde qui vous entoure, c'est-à-dire on ne vous demande pas de vous inventer une réalité, on vous demande simplement d'être lucide, que vous vivez dans une illusion et qu'au travers de vos perceptions, vous ne pourrez jamais avoir une retranscription fidèle de ce qui vous entoure. Et donc, pour conclure ce débat, on peut applaudir Harrison. S'envoler dans le ciel, la nuit venue, vers le pays imaginaire. Poursuivre un lapin dans son terrier jusqu'au pays des merveilles. Arpenter les couloirs de Poudlard, baguette à la main et cape au vent. Nous avons tous ici déjà rêvé de ces mondes d'illusions et de magie qui ont enchanté nos enfances et continuent pour certains de nous faire rêver. Ne me jugez pas, mais j'attends toujours dans les Poudlard. Et pourtant, je suis le premier à l'admettre. Il existe bien peu d'illusions que je préférerais à notre réalité. Car malgré toute la féerie qu'elles peuvent promettre, les illusions ne sont qu'une prison dorée, nous empêchant de mener nos réels combats. Comme l'a dit ma collègue, avant moi, la réalité est certes plus dure à affronter, mais au moins nous y sommes responsables, nous y sommes lucides, et plus important encore, nous y sommes libres. Mes contradicteurs sont venus ici nous parler de liberté, de soulagement par l'illusion. Ils nous ont parlé de cette illusion qui nous libère d'une certaine réalité. Ce n'est rien d'autre que de la peau de perlimpinpin. Le propre de l'illusion est que ce n'est que mirage, ce n'est rien de concret, rien de consistant. Comme un athlète blessé qui s'enfermerait dans le déni, dans une illusion à vouloir croire que son mal n'existe pas. Et irait jusqu'à prendre je ne sais quel cachet pour se donner l'illusion de l'existence de ce mal. Et bien un jour ou l'autre, le voile se déchirera. Et il sera malheureusement trop tard pour faire quoi que ce soit. Son membre aura été victime de la paralysie et de la latence qu'aura engendré son illusion. Le contradicteur essaie de nous convaincre que n'importe quelle illusion est bonne à prendre. Nous murmurons que toute illusion n'est que beauté, caresse et câlin. Nous parlons de cinéma et de théâtre. Mais même derrière les rideaux et derrière les caméras, le drame existe.
Demandez donc à Macbeth. J'aimerais bien les voir dans ces illusions désagréables. J'aimerais bien les voir vivre jour après jour dans leurs pires cauchemars, revivant heure après heure le calvaire de leur plus grande frayeur ou l'agonie de leurs plus profondes angoisses. Demandez à Alice et elle vous dira certainement qu'elle préfère la justice terrienne et ses lois que le procès sans queue, ou plutôt sans tête de la reine de cœur. Heureusement donc que nous vivons dans une réalité qui est elle bien réelle et pas faite de lois absurdes. Une réalité que l'homme a pris le temps de découvrir, de connaître, de réglementer. Une réalité sensible, tangible, intelligible. Comme quand nous nous réveillons de rêves ou d'un affreux cauchemar, nous savons que nous sommes enfin de retour à la réalité, car nous la percevons, nous la connaissons. Nous savons que lâcher une pomme ne s'envolera pas, mais qu'elle retombera bien et bien sur le sol. Nous savons que l'eau mouille, que le feu brûle et que le vent assèche. Nous avons pu aller au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous ressentions et d'expliquer les phénomènes qui nous entouraient. Ma contradictrice nous a défini le réel comme rien de concret, qui n'est que mouvement, un sable mouvant sans aucun socle, sans aucun dénominateur commun. Mais pourtant nous le savons, les lois existent, malgré leur évolution. Je ne peux aujourd'hui, même si je le désirais du fond de mon cœur, sortir un bout de bois et vous faire léviter à bout de Wingardium Leviosa. Et nous savons ce qui est réel, car au-delà de tout artifice et de toute farce, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste immuable malgré tout. Les étymologies évoluent, elles changent, mais il y a de ces choses-là qui restent. Car comme le disait Roméo à sa belle, une rose, si elle avait un tout autre nom, sentirait tout aussi bon. Et oui, au contraire de l'illusion qui est là pour elle d'être bien souvent éphémère, la réalité est tout ce qui reste quand tout l'artifice s'en va. Imaginez-vous traverser un champ de bataille, les yeux fermés, le casque à l'oreille avec la plus douce des mélodies vous transportant vers le plus beau des couchers de soleil sur le Nil. Vous avancez, sans le savoir, entre mines et chars, bercés par cette illusion pernicieuse. Croyez-vous que cela empêchera au moment fatidique une balle de vous transpercer le cœur? Croyez-vous que cette bulle chatoyante de fausseté sera un bouclier efficace face à la réalité qui, autour de vous, continue? Le problème avec les bulles, c'est qu'elles éclatent et qu'elles disparaissent. Nous laissons seuls devant la réalité et sa rudesse. Alors, ne nous laissons pas séduire par de jolis mirages, car nous avons le choix. L'homme a apprivoisé la réalité, et nous avons la chance de connaître les lois, d'en saisir les mécanismes. Et c'est ce savoir qui nous permet chaque jour d'avancer malgré l'adversité. Il est plaisant de s'endormir dans l'illusion, mais c'est éveiller que l'on transforme le monde. Parce que rêver, c'est fuir, et se réveiller, c'est vivre. Une question de la positive. Écoutez, je vous ai écouté pendant les 5 dernières minutes, vous avez beaucoup parlé de l'illusion volontaire, le cinéma, le théâtre, très peu de vos sens, de vos sentiments. C'est votre première oratrice qui en a parlé. Le réel vous permet de ressentir les sentiments. Vous nous dites que l'illusion est une prison dorée. J'en déduis que, quand je vais vous poser la question, lutteriez-vous contre vos yeux, vos oreilles, votre cerveau qui interprètent votre environnement, votre réalité au travers de ces illusions? Si mes yeux m'amènent à voir une icône qui gamberge au plein milieu de la défense, alors oui, je la questionnerai. Mais dans le cas contraire, mes lunettes vont bien et je sais ce qui est réel et ce que je vois. Bien, écoutez, visiblement, vous voulez en défenseur de la science, vous n'avez pas pris en compte le fait que les sens défendent nécessairement notre environnement aux alentours. Je pense notamment à un de mes amis qui est daltonien, qui s'en est rendu compte quand il avait 12 ans et qui avant pensait que ce qu'il voyait était la réalité, c'est certainement sa réalité, mais donc j'en déduis que ce monde plein d'illusions différentes, relatives pour chacun, vous ne le prenez pas en compte, vous qui êtes défenseur de la science? Le propre de la réalité est qu'elle peut être mise dans un certain contexte. La réalité d'un humain qui se lève, qui va au travail et qui paie ses factures n'est pas celle de l'abeille qui butine les fleurs et qui fait le miel.
Très bien, donc merci à vous 6 pour vos différents passages.